Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la facturation électronique en Europe. Je suis Meredith Perrault et je vous accompagnerai dans ce webinaire. Professionnelle service consultante pour la société Avalara, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Prem Christophe Sharma. Prem, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Merci Meredith. Moi, c'est Prem Christophe Charmin. Je suis un des Regional Sales Managers chez Avalara. Je travaille depuis plus de 2 ans, à peu près 2 ans ici. Je m'occupe d'accompagner les clients sur leurs questions et puis de, bien entendu, pouvoir vendre des solutions à Avalara. J'ai plus de 5 ans d'expérience dans la TVA, les taxes indirectes. Avalara, ce sont toutes des solutions qui couvrent les taxes indirectes, comme on l'a dit, avec les solutions software pour l'invoicing, Avatax pour la taxe détermination, pour la TVA, les chess codes, les codes douaniers donc, et beaucoup d'autres solutions en fait. Voilà, mais j'espère que ce webinaire sera intéressant pour vous. Et à toi, Meredith. Très bien, merci. De mon côté, pour en dire un peu plus sur moi, je suis donc ingénieure en informatique. Je suis dans le milieu de la facturation électronique depuis à peu près maintenant 3 ans. J'ai eu l'occasion notamment de travailler beaucoup sur des projets Chorus Pro avec de nombreux clients. Je connais donc tout ce qui est facturation B2G, notamment française. J'ai rejoint Avalara sur un projet qui travaille dans de nombreux pays et je commence à connaître pas mal de mandats niveau Europe. Avant de débuter ce webinaire, je vous propose de jeter un œil sur l'ordre du jour. Tout d'abord, nous allons vous introduire Avalara. Ensuite, nous nous plongerons dans le contexte français. Nous regarderons les réformes en cours, les exigences et comment mettre en application les mandats fiscaux. Après cela, nous entreprendrons un voyage vers l'Europe, passant en revue les différents mandats fiscaux en vigueur dans chaque pays, ainsi que ceux à venir. Nous discuterons également du projet européen VIDA. Enfin, nous vous présenterons notre outil, en ferons une démonstration et nous conclurons sur tout ce que nous avons pu voir dans ce webinaire. Merci Meredith. Bien écoutez, ça promet. J'ai hâte de voyager avec toi, Meredith, et de se rendre compte de tous ces nouveaux mandats européens. Ça promet. Alors, Avalara et quelques données clés. Depuis 2004, on remet le statu quo en question autour de la fiscalité dans le monde. Avalara, c'est plus de 1200 intégrations préconçues, donc avec des partenaires, etc. On couvre plus de 190 pays, hein, c'est énorme, avec plus de 30 000 entreprises qui utilisent nos services dans le monde et avec 22 bureaux répartis sur 4 continents. Moi-même, je suis basé au UK, hein, au Royaume-Uni, ici à Brighton. Avalara, c'est aussi pour se mettre en conformité, réduire les risques, faciliter le processus. Et en conclusion, Avalara rend la conformité fiscale moins coûteuse. C'est notre but de vous aider. Alors, les produits Avalara et les cycles de vie. Avalara, c'est plusieurs solutions. Notamment, nous accompagnons les entreprises à l'immatriculation, les enregistrements. On dépose des déclarations fiscales pour des solutions de services indirects avec dépôt des déclarations TVA, représentation fiscale, déclaration de taxes et de vente d'utilisation, etc. Nous avons des softwares pour les classifications de produits, hein, au travers des API conversationnels, des API de masse. On a fait un ciblage aussi pour les solutions fiscales mondiales Avatax sur les taxes de vente, d'utilisation et SUT, les droits de douane, la facturation électronique, le grand sujet aujourd'hui, avec la facturation électronique B2C, B2G, B2B. On va couvrir ces points-là, mais les codes QR, les créations de PDF, le PayPal, etc. Les déclarations TVA au travers une solution software VAT Reporting, c'est notre SaaS software. Ça permet aux entreprises qui veulent gérer ça en interne. Et donc, grâce à ces solutions, on couvre plus de 60 pays et les services de gestion TVA peuvent à ce moment-là gérer eux-mêmes, préparer des déclarations exactes et les soumettre aux autorités. Pour continuer, notre prochain point ici, c'est la question. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Meredith, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Parce que, évidemment, c'est un grand sujet et j'ai besoin d'une ingénieure pour pouvoir m'aider avec ça. Oui, effectivement, c'est un point assez important, donc on va quand même le rappeler avant de commencer notre voyage en Europe. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc une facture électronique, c'est une facture qui, par définition, peut être lue par une machine. Par exemple, le PDF qu'on va imprimer et envoyer par la poste, il n'est pas lu par la machine, il n'a pas de données à l'intérieur.
Par contre, ce qu'on peut appeler les formats XML ou même structurés de manière UBL, ça, on est sur des formats électroniques lisibles par la machine. Comme vous pouvez le voir sur les slides, le format le plus recherché en ce moment, c'est l'hybride, ce qu'on appelle aussi FactureX, qui permet en fait d'avoir un PDF et à l'intérieur, vous retrouvez un XML. Le PDF peut être lu par l'humain, alors que le XML va être lu par la machine. C'est donc le compromis absolument parfait. Donc, ça veut dire qu'une facture non structurée, visible uniquement par l'homme, n'est pas une facture électronique. Non, effectivement, si la machine ne peut pas la lire, on n'est pas sur une facture électronique. Parfait. Typiquement, le PDF envoyé par mail n'est pas considéré par les associations comme une facture électronique. D'accord. Et alors, donc, si je comprends bien, la facture structurée, c'est vraiment la version vers laquelle les autorités veulent aller et pouvoir, à ce moment-là, mettre en place pour les entreprises, puisque c'est en fait cette partie-là, la version structurée, qui est vraiment la partie qui va être analysée et acceptée. Effectivement, si on veut passer à de la facturation électronique, on est obligé d'avoir des modèles qui sont lisibles par la machine et donc par les portails qui sont créés par les différents pays pour les recevoir. On ne peut pas avoir une technologie qui lit ce que lirait l'homme, ce serait trop compliqué. C'est pour ça qu'on va arriver sur des formats dont on va parler au fur et à mesure, qui sont en fait structurés et qui sont prêts à être lus par des algorithmes qui contrôlent les facturations. D'accord. Merci beaucoup, Myrdit. Alors, je pense que on va continuer ici et tu vas nous présenter la facturation en France. Oui, on va donc commencer par la France puisque c'est notre premier webinaire français. Donc en France, il faut savoir que depuis 2020, on a déjà la facturation B2G. Donc je disais dans ma présentation que j'ai déjà travaillé beaucoup avec la fameuse plateforme qui s'appelle Chorus Pro. Elle permet notamment de facturer le gouvernement et ses entités. Pour ce qui est de la facturation B2B, donc business to business, entreprise à entreprise, la date initiale annoncée était en juillet 2024, mais à l'heure d'aujourd'hui, on sait officiellement que ça a été décalé, le mandat, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc en effet, même si on ne connaît pas vraiment les dates, on sait déjà que le projet va être en fait échelonné. On sait que toutes les entreprises à la date d'entrée du mandat devront être capables de recevoir des factures, mais par contre, on a une entrée en vigueur au niveau de l'émission des factures, donc la capacité de créer la facture électronique et de la déposer sur le portail public de facturation. Là, on va avoir des échelons en fonction de la taille d'entreprise. Dans un premier temps, les grandes entreprises devront d'abord être capables d'émettre, puis ensuite, dans le mandat initial, c'était 6 mois plus tard, les moyennes entreprises devront être capables d'émettre, et enfin, en 2026, si ça avait commencé en 2024, c'était les plus petites entreprises, donc voire même les micro-entreprises qui devaient être capables de déposer des factures électroniques sur le portail. J'insiste sur le fait que par contre, en réception, à l'heure où le mandat rentrera en compte, toutes les entreprises devront être capables de réceptionner des factures électroniques. Et donc, niveau date, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, comme dit précédemment, le mandat, il a été décalé. On sait déjà qu'il n'aura pas lieu en juillet 2024, comme annoncé au début du mandat. On pense qu'il sera décalé à peu près jusqu'en 2026 pour les premières entreprises devant être opérationnelles. Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ça a été décalé? Donc, les raisons, c'est plutôt que le portail, pour le moment, n'était pas prêt pour 2024. Les entreprises avaient peut-être encore quelques doutes et ils ont fait ce choix, a priori aussi, d'étendre la période de pilote à 1 an au lieu de quelques mois afin d'être sûr que tous les flux fonctionnent. Donc, voici les nouvelles dates. En 2024, on pense que le développement du PPF, normalement, devrait être à peu près terminé. On va avoir l'environnement de qualification en fin 2024. En 2025, la fameuse période de pilote, c'est un projet qui va, sous les conditions de production, permettre de vérifier que tous les liens entre les différents acteurs de la réforme fonctionnent et sont logiques et qu'il n'y a aucun problème avec les données. Donc, c'est vraiment une condition de production. On utilise les données de production des clients et on voit si l'intégration se fait bien, que ce soit au niveau du reporting du portail, que ce soit au niveau des PDP ou que ce soit au niveau du client final. Et donc, c'est en 2026 qu'on s'attend à avoir le déploiement des premières phases de production, cette fois-ci, donc du début du mandat, avec une phase 1 a priori annoncée pour mars 2026 avec les plus grandes entreprises qui devront être opérationnelles à ce moment-là.
Comme vous pouvez le constater, on parle de 2 phases, peut-être plus de 3. On saura quand ils auront confirmé ce dire, mais a priori, les ETI, donc les moyennes entreprises, seront compris dans la phase 1 ou la phase 2 finalement. Et donc la phase 2, les petites entreprises, les micro-entreprises qui rentreront en compte en octobre 2026. Cette étape, elle pourrait peut-être être étalée jusqu'en 2027. Donc ça, ce sont les informations qu'on a eues lors de la réunion le 15 septembre. Elles pourraient sûrement évoluer. Et ils ont bien insisté sur le fait que ce ne sont pas les dates finales, car il n'y a pas de décret officiel pour le moment. Donc voilà les informations qu'on peut avoir en ce moment et on attend de savoir si cela va changer. Tu peux nous rappeler vite fait les formats de facturation? Je pense qu'il y a des définitions bien, les 3 formats conformes à la norme européenne, EN 16931. Effectivement, ce sont donc des formats structurés et c'est pour ça qu'on a plusieurs formats qu'ils disent format socle. Donc comme on l'a vu, on va avoir le XML structuré appelé UBL, donc dans une certaine forme avec un certain corps et certaines balises qui sont obligatoires. Ensuite, on va avoir le C2I et enfin, on aura celui qu'on a vu tout à l'heure, le fameux FactureX qui permet d'avoir un PDF avec un XML à l'intérieur. Il faut penser à ces formats-là et il ne faut pas se dire qu'on peut envoyer, par exemple, du CSV qui, si on l'imagine, pourrait être lu par une machine. Donc c'est, tu sais, le langage avec les points-virgules qui séparent les données. Ça, ce n'est pas du tout valable et ce n'est pas considéré comme un fameux format du socle pour la réforme française. Parfait, merci. Alors, au niveau de la facturation électronique B2B, comment est-ce que ça fonctionne en France? Donc effectivement, avec le schéma que vous avez à l'écran, on peut partir de la gauche. Donc vous avez votre entreprise qui va envoyer ses données d'une nouvelle facture, donc pour créer une nouvelle facture via une API, donc un appel API, une méthode API. Ça va la déposer sur la PDP A qui va elle-même communiquer avec la PDP B qui est directement reliée avec l'entreprise que vous souhaitez facturer. Entre-temps, les PDP vont devoir envoyer les informations au PPF. Et là, vous me dites, il y a des termes qui sont peut-être un peu compliqués. Exactement, Meredith. Qu'est-ce qu'une PDP, hein, qu'est-ce qu'une PPF? Alors, le PPF, c'est assez facile, c'est le fameux portail de facturation. Donc, comme je disais tout à l'heure, en B2G, on va avoir Chorus Pro, la fameuse plateforme où vous déposez vos factures pour facturer le gouvernement. Ici, on est sur du business to business, donc on doit référer les données de la facture au portail public de facturation. Mais dans cette réforme, on a imaginé en fait que tout n'aille pas sur le PPF et on a créé la fameuse PDP. La PDP, c'est quoi? C'est donc une entreprise qui va permettre en fait d'amoindrir le travail du PPF et de juste lui reporter les données. Donc la PDP est la seule entreprise en fait qui peut, une fois qu'elle est certifiée PDP, faire passer les données de facturation sans qu'elles passent par le PPF. D'accord? Et donc, les données sont envoyées de la PDP-A, par exemple, sur le schéma, sur la slide, vers la PPF. Et puis de là, la facturation, je pense qu'elle est validée ou comment cela se passe-t-il? Alors, effectivement, la PDP B, par exemple, quand elle va recevoir les données de la PDP A, elle va devoir donc les contrôler, notamment la signature et le niveau de certification de la PDP A. Et ensuite, votre client facturé, en fait, il a une PDP qui lui est alliée. Et donc, il sait déjà que ces données-là vont arriver sur la PDP B. Donc ça, on le sait déjà parce que la PDP A va interroger un annuaire qui va lui dire l'entreprise que vous souhaitez facturer, sa PDP, c'est un tel, ou alors elle use directement le PPF. D'accord. Et tu as parlé de signature, donc c'est-à-dire c'est une signature électronique, digitale, c'est ça? Oui, donc il y a un certificat, effectivement. Il peut y avoir aussi une piste d'audit fiable. Donc, c'est les deux possibilités de sécurisation des PDP, mais nous allons en parler juste après. Parfait. Merci d'avoir introduit ce sujet. Alors, il y a en fait un système d'immatriculation qui est tenu par un bureau à Lille. Donc, il faut écrire un mail et dire je souhaite passer la certification pour devenir PDP. Bien sûr, il s'agit d'un logiciel de facturation, hein, un logiciel qui permet de créer les factures, de les gérer. Elle doit faire plusieurs choses pour répondre à ce mandat spécifique. Elle doit être notamment certifiée ISO 27001, qui est une norme de sécurité européenne. Et la nouveauté un peu dans ce mandat, c'est le fameux SecNum Cloud.
Donc, c'est un hébergeur en fait qui va être certifié lui-même Secnum Cloud et qui répond à de hauts niveaux de sécurité, notamment pour les bases de données qui sont renfermées par l'hébergeur. D'accord. On a des certifications ISO aussi? Oui, comme je l'ai dit, effectivement, elle est obligatoire. C'est l'ISO 27001, elle est à niveau européen. D'ailleurs, en parlant de l'Europe, vous devez certifier aussi qu'aucune donnée ne sortira de l'Europe pendant la transaction donc de votre client jusqu'à son client final. D'accord. Le rapport d'audit de cette entreprise, quand vous faites la certification, est obligatoire par un tiers et vous devez aussi, vous savez, j'ai parlé du quand vous êtes PDP, donc pour savoir à quel PDP ou si c'est directement le portail de facturation que vous allez devoir envoyer, vous avez un fameux annuaire. Et l'une des responsabilités premières des PDP est en fait d'entretenir cet annuaire, de bien dire ce client appartient à ma PDP et si vous souhaitez le facturer, c'est par ma PDP que vous devez passer. Donc ça, c'est à peu près les rôles principaux des PDP et ce qu'elles doivent faire pour être certifiées. Parfait. Alors, c'est un point très important parce que tu mentionnes le rôle principal du partenaire donc, de dématérialisation. Avalara a déposé sa demande pour devenir PDP. Donc, si tu peux nous confirmer que personne, tant qu'à présent, aucun prestataire de service n'a encore été certifié. Non, effectivement, c'est une certification qui, il me semble que les ouvertures ont commencé, c'était début juin de mémoire. Donc, effectivement, personne n'a été certifié. Ce sera une certification où il va falloir faire pas mal de tests pour prouver que notamment le niveau de sécurité et le fameux piste d'audit fiable où la certification est respectée. Et ensuite, on obtiendra la fameuse immatriculation dont on parlait par le service de certification. Mais c'est super, ça Meredith. Merci beaucoup. Alors, nous vous rappelons que pendant la présentation de ce webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On y répondra. Et puis, si vous le désirez aussi par la suite, on peut prendre un rendez-vous avec moi-même et Meredith et on pourra bien sûr continuer cette conversation sur les questions que vous aurez et puis sur les incertitudes qui sont encore à être éclairées. Meredith, où allons-nous maintenant? Est-ce qu'on reste en France ou est-ce qu'on continue sur une autre partie? Non, continuons notre magnifique voyage en Europe, hein. Donc, je propose qu'on fasse peut-être un tour de ce qui a été déjà, avant de dire ce qui va être, vu que le sujet de ce webinaire, c'est bien les updates, donc les nouveautés dans les mandats. C'est pour ça que vous verrez on ne va pas parler de certains pays qui sont déjà assez stables, comme l'Italie par exemple. Mais je pense qu'on peut en apprendre beaucoup sur ce qui a été fait. Donc, je te laisse parler du passé de la facturation électronique en Europe. Merci Meredith. Alors, on va faire une petite chronologie maintenant des événements, des grands événements qui ont échelonné la mise en place de la facturation électronique. C'est pas nouveau, ça a commencé il y a plusieurs années déjà, et un des premiers pays qui a lancé ça, c'était bien entendu le Brésil. Je vous invite à bien sûr à lire ce slide, à regarder, visualiser ce slide avec moi, et vous verrez qu'il y a dans les années 2010 jusqu'à 2021, il y a eu toute une série de pays qui ont mis ça en place. En Europe notamment, il y a les obligations B2G qui ont été qui ont été presque, enfin obligatoires pour certains pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Vous voyez que les pays d'Amérique latine ont été en avant sur ces points-là, bien entendu. Certains pays comme l'Arabie Saoudite aussi ont commencé ça avec des QR codes, comme le Portugal, la Turquie, et puis alors avec des systèmes aussi de real-time reporting comme la Hongrie et l'Espagne avec le SII. Alors, il y a une évolution tout au long. 2022, ça a commencé à vraiment bouger avec d'autres décisions comme le Portugal avec les codes QR, les QR codes sur les factures, la Pologne, l'Italie qui a mis en place, un des premiers pays européens à vraiment mettre en place un système SDI déjà complet pour toutes les entreprises en fait qui sont établies sur l'Italie. La Roumanie, la Belgique, là on le voit encore pour le B2G grâce au network, au réseau PayPal. 2023, ça commence à vraiment prendre forme. Et comme vous le savez, bon, on va en parler dans 2 minutes, mais il y a des délais qui sont changés maintenant. Mais vous le voyez, sur 2023, on commence à y avoir des décisions qui sont prises. Tout passe pour l'Europe, ça passe par la Commission européenne, où les pays qui veulent faire un mandat, qui veulent mandater le gouvernement, ben, à ce moment-là, ils doivent déposer une dérogation.
Et lorsque la décision est approuvée, et que la décision de la Commission européenne, ils peuvent à ce moment-là déposer compléter ce mandat et puis lancer et décider quels sont les aspects techniques pour le lancement de ces mandats de facturation électronique. 2024 jusqu'à 2028, vous le voyez, on va en parler dans 2 minutes, mais ici, la Pologne est un des pays qui a maintenant confirmé qu'à partir du 1er juillet 2024, le mandat est obligatoire, sera lancé. On sait que pour la France, ça a été décalé, mais on va en parler avec Meredith. Plusieurs pays européens ont vraiment des systèmes qui sont vraiment presque aboutis, mais il y a encore un aspect technique qui est critique ici. Donc, on va énumérer ces pays-là, bien sûr, un peu plus loin dans ce webinaire. Et puis à venir aussi, vers la fin, vous voyez la Croatie, l'Allemagne, la Finlande, la Lettonie, par exemple, qui sont sur les pays qui vont venir, qui vont compléter cela pour jusqu'à arriver à l'année ultime qui est 2028 où normalement tout devrait être accompli. Si en plus vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Comme je l'ai dit, cette ligne du temps est assez intéressante pour beaucoup de compagnies. Ça leur permet de comprendre un petit peu l'évolution. Nous allons maintenant continuer notre voyage. Je pense que Meredith, on va parler maintenant de la Pologne, qui est bien sûr le pays où le mandat est mis en place à partir du 1er juillet 2024 et sans décision, pas de retour. Maintenant, c'est parti. À toi, Meredith, pour la Pologne. Donc effectivement, parlons de la Pologne en premier, car je pense sincèrement que c'est le prochain mandat qu'on verra naître dans les mois suivants. Il n'a pas été reporté à l'heure d'aujourd'hui et je ne pense pas qu'il le sera, car en fait, les entreprises peuvent d'ores et déjà déposer des factures sur la plateforme de manière non obligatoire. Donc sur la base du volontariat, on peut tester notamment ces outils. D'ailleurs, Avalara même a déjà un outil qui dépose sur cette plateforme et ça nous permet de voir comment le mandat, quand il sera obligatoire, devra être géré et quelles factures et notamment quel format de facture il faudra déposer. Donc cette plateforme, elle s'appelle KSEF. La facturation électronique donc, est obligatoire à partir du 1er juillet 2024. Meredith, tu peux nous expliquer la structure de la facturation KSEF? Oui, donc comme on l'a vu lors de l'explication de qu'est-ce qu'une facture électronique, la Pologne ne fait pas exception. Elle a demandé donc un modèle de facture, un corps de facture bien défini. On est donc sur un format XML, donc vous savez le format avec les balises, qui suit une structure logique appelée FA-VAT. À l'heure d'aujourd'hui, on a une mise à jour qui a été faite. On est donc à la version 2. On reste assez attentif si une version 3 sortirait jusqu'au 1er juillet 2024, donc au moment effectif du mandat. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours à la version 2. Je pense qu'il y a une information qui est assez intéressante, c'est que les personnes qui adopteront le plus tôt possible cette facturation, donc avec la possibilité de pouvoir le faire de manière non obligatoire à l'heure d'aujourd'hui déjà depuis le 1er septembre, bénéficieront en fait d'une période de remboursement de la TVA gratuite. 40 jours au lieu de 60 jours qui seront pendant le mandat. D'accord. Donc, un remboursement de la TVA réduite de 40 jours au lieu de 60 jours, ce qui est une bonne chose pour les business et pour le cash flow. Toujours mieux. Parfait. Fantastique. Merci. Alors, je pense qu'on va quitter la Pologne et on va Vamos Espagne. partir en Espagne. Parfait. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Donc en fait, on a une loi qui avait normalement été publiée en avril 2023. Elle s'appelait Créi y Crece, donc création et développement. Le but, c'était de décrire un mandat qui est tout à fait normal, hein, donc la volonté que toutes les entreprises facturent en B2B de manière électronique, donc ne plus passer par le PDF ou par la facture papier, d'avoir une transmission des informations de l'État sur le cycle de vie des factures, les statuts, peut-être les erreurs, donc un portail public de facturation qui était plutôt normal. On était plus sur un système comme la Pologne, en fait, où on réfère directement à l'administration et l'administration nous dit ce qui s'est mal passé pour ensuite corriger ou alors, si c'est validé, envoyer directement à la personne qu'on facture. Mais il se trouve que cette loi, ils ont décidé de demander l'avis en fait au peuple, donc de faire un référendum, notamment par rapport aux entreprises et comment ils voyaient les choses et qu'est-ce qui serait pratique pour eux. À travers, il me semble, une trentaine de questions, si je me trompe pas. Donc, vous voyez, on avait un modèle où normalement le fournisseur envoyait directement
à l'autorité fiscale. L'autorité fiscale lui disait si c'est bon ou non, et ensuite elle envoyait à l'acheteur. Maintenant, suite à ce référendum, en fait, on s'est rendu compte que les entités, donc les entreprises et les prestataires, souhaiteraient plus se rapprocher d'un modèle français. Donc, on sera plus sur le fournisseur qui va référer à l'autorité fiscale pour ensuite référer à l'acheteur qui ensuite, lui, va donner ses retours à l'autorité fiscale. Donc, l'autorité fiscale n'est plus centrale dans le modèle. Alors, vous allez me dire, du coup, on est plus près de la France. Et effectivement, c'est a priori vers quoi on est en train d'aller. Il se trouve que dans ce premier mandat, la loi Créa-ICRECE était plus près donc du modèle de la Pologne et donc les spécifications étaient plus sur ce modèle-là. Et ces spécifications-là devaient être normalement prévues pour mars 2023, donc elles devraient déjà être publiées. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne les a toujours pas. Et il se trouve que c'est l'une des premières raisons qui peut faire penser que ce mandat sera peut-être lui aussi décalé. Il se trouve aussi que le point à prendre en compte, c'est qu'en Espagne, en ce moment, il y a en fait les élections générales. Donc, on va changer de gouvernement et il se trouve que chaque gouvernement a ses propres dates, ses propres agendas. Et il est fort possible que ce mandat-là, en tout cas pour plus de précision et notamment pour pouvoir échelonner l'entrée en vigueur du mandat, risque fortement d'être décalé lui aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune information qui vont dans ce sens-là officiellement. Donc en fait, c'est suite aux prochaines élections que là, on pourra que le gouvernement qui sera formé pourra décider à ce moment-là de cette nouvelle loi ou pas. Merci, Meredith. Donc, même question pour les autres pays, les autres mandats. Quels sont les formats acceptés pour les données? Alors, il faut savoir que l'Espagne, ils ont déjà le B2G, donc depuis 2015 maintenant, sur une plateforme qui s'appelle Face et qui permet en fait de tout simplement facturer l'État espagnol. Et cette plateforme possède déjà un format qui est en fait le Facturae. Et dans les formats adoptés par l'Espagne, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui encore, on va avoir donc le XML qu'on a vu précédemment, sous forme du BL bien sûr, de manière structurée. On va avoir le C2I qu'on a vu précédemment aussi, et enfin le FactureX qu'on a vu précédemment aussi. Mais à ceci, on va ajouter un XML qui est structuré d'une autre manière, qui est donc le fameux format Facturae, et qui différencie de certains points comme notamment la façon de signer ou le fait d'inclure une partie de la facture précédente. Bon, c'est des points techniques que vous pouvez retrouver sur Internet facilement. Voilà pour nos voisins espagnols. Donc, je dis, partons autre part en Europe, hein. La Roumanie, par exemple. Eh bien oui, la Roumanie, c'est moi qui vais vous présenter la Roumanie. La Roumanie dispose d'un système qui s'appelle RO-e-Factura. Il s'agit d'une plateforme que les autorités roumaines ont développée et qui était construite en fait pour soutenir le mandat de facturation obligatoire B2G à l'origine, qui avait donc aussi l'objectif ultime d'étendre ce mandat pour l'utilisation B2B. Malheureusement, il y a eu des problèmes de démarrage, comme vous le savez peut-être, et cela a été décrit comme une des pires implémentations de invoicing en Europe. Ce problème était en grande partie dû à la documentation qui était publiée et qui ne correspondait pas nécessairement à ce qui se passait entre le processus désiré et dans la pratique. Alors, l'ANAF, qui est l'administration fiscale roumaine, avait déclaré qu'elle émettrait une ordonnance de 30 jours après toute nouvelle dérogation et qu'il s'agirait d'en établir la portée et de fournir des détails sur les calendriers complets. Et donc, récemment, la Roumanie a reçu donc la dérogation de la part de l'Union européenne. On attend maintenant de leur part, de l'ANAF, qu'elle émette cette ordonnance qui était normalement prévue 30 jours après cette dérogation et qui en fait établirait la portée de tous les détails sur le calendrier complet, fournissant ainsi les informations sur la durée pendant laquelle les entreprises auront pour se préparer pour cette dérogation et ce nouveau mandat. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que le B2G, il y avait aussi d'autres dérogations en Roumanie qui obligent les entreprises à avoir une facturation électronique pour des obligations et des risques pour la vente de marchandises à très haut risque. Ou alors, en fin de compte, comme il y a un très haut risque fiscal, et donc techniquement parlant, les entreprises, donc si vous avez une entité qui est basée en Roumanie, ben, vous devez vous y soumettre et être sûr que vous êtes en conformité avec ces obligations. Donc, comme je l'indique, dès que nous aurons ces informations et toute cette documentation
qui permettra à ce moment-là à toutes les entreprises de se mettre à jour et de se préparer pour ce nouveau mandat, ce qui sera une continuité de cette nouvelle plateforme qui existe déjà, hein, donc avec l'ANAF, qui a été mise en place pour le B2G et les facturations de produits à très haut risque fiscal. Donc, restez bien à l'écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vérifier notre site Avalara pour les informations qui tomberont de manière assez rapide. Et petite anecdote, le ministre des Finances a en fait officiellement fait un post sur Facebook indiquant que cette application sera en fait valide à partir du 1er janvier 2025. Donc, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour se préparer, mais je suppose qu'il va y avoir une continuité dans la mise en place et ça devrait se faire sans trop de problèmes. Mais bien entendu, si vous avez des entités sur la Roumanie, bien, contactez-nous et on peut en parler. Et à ce moment-là, on peut directement commencer à mettre un plan en place si vous n'en avez pas un déjà qui a commencé. Où va-t-on maintenant, Meredith? En Serbie, peut-être. Au hasard. Allez, pourquoi pas. Alors, la Serbie, elle a imposé la facturation électronique à partir de janvier 2023. Et donc plutôt cette année. Encore une fois, c'est un système de facturation électronique au travers d'une plateforme gouvernementale qui s'appelle Système e-Factura et il suit les normes européennes et mondiales, bien entendu. Les documents utilisés sont basés sur un UBL 2.1. UBL pour l'acronyme, c'est Universal Business Language. C'est une norme mondiale, c'est vraiment comme un dictionnaire de données global avec la principale définition des différents champs de données avec une manière courante de présenter cela comme une facture. C'est présenté comme un document commercial. Et puis, je veux aussi confirmer qu'Avalara utilise effectivement donc l'UBL pour notre API. Hein. C'est la manière dont nous recevons les données des places de marché, des plateformes, etc., de facturation ERP, pour ensuite générer des factures électroniques conformes basées sur les normes de pays, donc très évolutives. Et comme vous le voyez déjà, ça se déploie de plus en plus dans les pays. Il existe des techniques avec des spécifications d'utilisation pour les bases de ces factures. C'est en quelque sorte la localisation de la norme. Et en réalité, en Serbie, c'est identique. Donc, cette norme européenne peut être liée au statut de la Serbie en tant qu'adhésion récente à l'Union européenne. Les États où ils souhaitent rejoindre l'Union européenne sont donc en train d'aligner ces législations en matière de TVA sur la directive européenne de la TVA, mais aussi d'aligner désormais toute leur législation en matière de TVA avec des normes de facturation européennes pour la facturation électronique. Alors en Serbie, vous devez vous inscrire sur un portail d'identification électronique avec ce certificat électronique qualifié et utiliser une authentification à 2 facteurs afin que cela se fasse sans problème. Ça se passe via un téléphone mobile avec un archivage en Serbie aussi qui dure au moins 10 ans. 10 ans, c'est vraiment la norme moyenne que nous voyons parmi tous les autres pays. C'est pareil pour la France, ainsi de suite. Et c'est ce que les fournisseurs, les prestataires de services, tout comme Avalara, qui exercent ce qu'on appelle des activités intermédiaires en information. Et donc, nous, on fournit ces services-là, mais ce sont des obligations qui doivent se mettre en place et on les fournit. Alors, ces fournisseurs doivent être approuvés et accrédités par le ministre des Finances. Il est possible aussi d'utiliser d'autres systèmes pour l'entreprise de se connecter, hein, tout comme ça existe déjà en Italie, pour se connecter directement à la plateforme Factoria et de soumettre ses factures à ce moment-là. Si vous avez des entités en Serbie et que vous avez besoin de solutions, n'hésitez pas encore à nous contacter, bien entendu. Meredith, on passe vers... je pense que je voyage très vite, moi, comparé à toi, j'ai l'impression. Mais s'il y a des questions, tu n'hésites pas à me poser aussi, juste au cas où je n'ai pas confirmé. Non, je pense qu'on peut passer au Portugal, ça me paraît pas mal. D'accord, Portugal, et tu couvres ça, le Portugal? Donc effectivement, le Portugal, en fait, ça va être un peu l'exception à la règle. C'est-à-dire que la facturation, elle est réglementée, mais on n'est pas encore sur un mandat avec une plateforme et une facture électronique. On n'est pas sur ce qu'on décrivait tout à l'heure, donc sur un format qui doit obligatoirement être lu par une machine. On va être plus sur une réglementation, donc des composants qui doivent obligatoirement se trouver sur un document qui est dit facture. Alors, quels sont ces composants, tu vas me demander? Il se trouve que la facture doit donc comporter un QR code. Elle doit comporter un numéro unique qu'on appelle code ATCUD, qui identifie les factures fiscales et qui confirme leur validité. Et elle doit passer par un logiciel de facturation certifié. Et bientôt, ils ont annoncé que pour le 1er janvier 2024, ils devraient aussi avoir une signature électronique sur les formats PDF de ces factures-là.
Donc effectivement, ils sont tout doucement, ils arrivent vers la facturation électronique, mais je pense qu'ils ont compris qu'il y a pas mal d'entreprises qui, encore de nos jours, n'ont pas un format lisible par la machine et qui laissent du temps aux entreprises d'arriver petit à petit vers un fameux mandat de facturation. D'accord, intéressant. Donc, encore une fois, donc, si vous avez des entreprises ou si vous avez besoin de services pour la Slovaquie, n'hésitez pas, pardon, le Portugal. On fait la La Slovaquie Slovaquie, aussi. je passe à je passe à la Slovaquie juste après, donc c'est pour ça que euh, j'ai fait un petit saut là, un peu en avance. Mais voilà, donc pour le Portugal, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Bien sûr. Donc, on continue avec la Slovaquie, Meredith. Allez, c'est parti. La Slovaquie était donc un autre pays du centre-est de l'Europe, un pays qui développe sa propre plateforme de facturation. Alors, je vais essayer de vous le prononcer, mais bon, Informačný systém elektronický fakturacie, ou ISEFA, et qui ouvre donc la voie à l'innovation et à savoir la voie des mandats qui a été tracée principalement pour répondre aux besoins des entreprises et des gouvernements. Ils sont en train d'être redimensionnés en vue d'une utilisation future pour le secteur B2B. Et donc, les entreprises établies en Slovaquie pourront se connecter sur cette plateforme via leur ERP par le biais d'un service API. Ah voilà, qui sera ouvert. Et si un non-résident des entreprises qui veut utiliser, par exemple, dans le cadre du B2G, ben, elles seront en mesure d'envoyer et de recevoir des informations pour ces factures, pour ces données. Les factures à destination et en provenance des organismes publics slovaques, donc via une adresse électronique dédiée à ces besoins et avec une chronologie de cette affaire qui était donc été assez fluide avec les entités gouvernementales qui ont eu accès à un environnement de test à partir d'avril de cette année et les mandats qui sont sous réserve d'une dérogation de la part de l'Union européenne. À suivre pour le moment parce que tout n'est pas encore confirmé. Et donc, dès qu'il y aura plus d'informations, n'hésitez pas à toujours regarder sur notre site internet, sur les pages. Il suffit de taper même sur une recherche Google Avalara et le pays invoicing, et puis ces pages s'afficheront et vous recevrez des informations. Et puis, vous n'hésitez pas à nous contacter, bien entendu, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces pays-là. Je pense qu'on va suivre, on va retourner un peu plus vers la région où en fait toutes ces décisions, toutes ces dérogations sont annoncées ou accordées. Hein, si on repartait un peu vers la Belgique et le Luxembourg, Meredith. Ah oui, alors eux, ils ont prévu des projets. D'accord, parfait. Passons au Benelux. Benelux pour Belgique, Netherlands, Luxembourg. Mais bon, on va se concentrer sur le Luxembourg et la Belgique, qui sont ces deux pays qui ont récemment introduit la facturation obligatoire entre les entreprises et le gouvernement. Et ici, donc, si vous êtes impliqué dans des marchés publics dans ces deux pays, il y a une approche assez progressive. Alors, heureusement, tout cela est basé sur une norme européenne de facturation électronique, UBL, mais la façon dont ils ont été implémentés est légèrement différente. J'explique pourquoi. Parce qu'au Luxembourg, cela dépend de la taille de l'entreprise. Alors, pour le Luxembourg, il y a eu deux phases. La première phase, c'est en fait pour les grandes entreprises, commencé l'année dernière en mai, en passant par la phase 2, qui va commencer en mi-octobre, pour les entreprises de taille moyenne. Puis récemment, au cours des derniers mois, toutes les entreprises sont concernées. Dans le point ultime, c'est que tout le monde sera concerné par ça. Donc, si pour les plus petites entreprises au Luxembourg, lorsqu'elles vont faire des affaires avec l'État, la facturation doit être émise par voie électronique. La Belgique a pris une approche différente, mais également mis en œuvre selon un calendrier similaire, mais un peu basé sur des valeurs de taille du contrat plutôt que de la taille de l'entreprise. Ici, c'est plutôt dans le cadre de marché public, quand c'était la phase 1, des factures d'une valeur de 214 000 euros, par exemple, et puis cette valeur a été réduite seulement à 30 000 euros. Et puis une phase 2 qui a commencé en mai cette année, qui a ensuite été aussi étendue à tous les contrats, donc même aux contrats inférieurs à 30 000 euros. Et cela à partir de novembre 2023. Donc, ne tardez pas à vous y préparer. Nous sommes déjà en grande conversation avec beaucoup de clients sur ces points-là. Comme je l'ai dit, le réseau PayPal, dont on a parlé un petit peu, est utilisé pour répondre à ces exigences en utilisant une norme commune, un réseau commun regroupant environ 750 000 entreprises qui sont déjà présentées sur le réseau et qui devraient attendre environ 1 million plus tard dans l'année. Et puis en restant en Belgique, de nombreuses nouvelles ont été rapportées selon lesquelles la Belgique allait probablement adopter la facturation électronique B2B, obligatoire, ce qui a été confirmé par diverses notes budgétaires par le ministre des Finances. Par contre, la rumeur dit que cela pourrait arriver en 2024, donc l'année prochaine, mais comme vous le savez, on est encore à un stade précoce. Ça paraît quand même très juste à partir en arrivant déjà octobre, novembre, décembre, c'est pas grand-chose. Donc inévitablement, ça va pas se passer en quelques mois, ils vont pouvoir mettre tout ça en place. Donc il doit y avoir une dérogation de la Commission européenne et donc effectivement, la Belgique passe par le réseau PayPal et elle devient le premier État membre européen à utiliser en fait le réseau PayPal complètement pour la facturation électronique B2B obligatoire.
Mais on attend cette décision et il est fort possible qu'il y ait un délai de retard dans la mise en place. Le réseau PayPal, juste pour indiquer, c'est un réseau qui est utilisé par beaucoup de pays, d'autorités fiscales dans plusieurs pays, parce que c'est un réseau qui a fait ses preuves et qui est plus simple à utiliser pour des pays où un système a déjà été bien éprouvé et mis en place. Donc, si vous avez participé à un webinaire précédent avec Avalara, par exemple, vous aurez pu voir qu'il y avait un conférencier qui est invité. C'était un conversion australien et qui avait partagé ces mêmes sentiments. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Australie, en fait, a décidé d'adopter PayPal en s'appuyant sur les normes internationales, mondiales, ce qui a fait ses preuves, et avec une infrastructure en place, parce que les entreprises sont préparées pour la version bêta G, comme ils disent ça, et elles sont déjà connectées à PayPal. Si vous avez besoin d'un prestataire pour ce service-là, Avalara est totalement initié et certifié. Donc, nous travaillons avec ce réseau-là sans aucun problème pour nos clients qui ont fait le choix de commencer déjà à faire de l'invoicing via le réseau PayPal. D'accord? Donc, à suivre. Et je pense que dès qu'il y aura des nouvelles sur ces mandats-là, il est fort possible que ça reste tout risque de se passer en même temps. Mais bon, à suivre les informations et on se tiendra au courant. Je pense que Méridion, on va passer à un pays limitrophe, l'Allemagne. Et oui, notre dernier voisin, un peu plus au nord cette fois-ci, on va pouvoir parler de l'Allemagne. Donc on peut finir ce tour européen. Je pense que c'est notre dernier mandat qu'on va regarder. En Allemagne, une demande de dérogation a été soumise à la Commission européenne pour introduire la facturation B2B obligatoire au niveau national, donc dans le pays. Cette démarche, elle visait à favoriser notamment l'adoption cette fois-ci de la facturation électronique. Donc à l'inverse du Portugal, on est vraiment sur un portail de facturation et des factures très réglementées. Il faut savoir que historiquement, l'Allemagne est l'un des premiers pays qui a créé le format FactureX. Il l'appelait différemment en allemand et je ne me lancerai pas dans la prononciation, mais c'était totalement la description du format FactureX. Donc un PDF plus un XML, on était déjà sur des factures ou du moins des documents qui sont structurés. La facturation électronique qui se dirige vers des normes plus strictes et exigeantes, des données plus structurées avec notamment plus de standards pour permettre peut-être une régularisation aussi plus facile à faire, des contrôles plus faciles à faire. L'Allemagne avait annoncé son mandat pour 2025, mais on sait déjà que comme la France, ce sera décalé. La date que l'on suppose serait plutôt le 1er janvier 2026, mais ça reste une supposition, aucun document officiel n'a confirmé cette date. Alors, comme je le disais, l'Allemagne va de plus en plus vers un consensus politique. Donc, elle a demandé, un peu comme l'Espagne qu'on a pu voir, aux PME, aux différents acteurs du système, qu'est-ce qu'ils voyaient. Et ils vont de plus en plus vers quelque chose de structuré, de facile à vérifier, qui doit rentrer dans des cases et qui doit être un peu simplifié, on va dire. Et il se trouve que ce mandat allemand, en fait, il est déjà dans les prémices d'un projet européen, donc appelé VIDA, qu'on va maintenant essayer de vous introduire. Prem, je te laisse la parole. Je voulais faire brièvement un petit rappel, mise à jour en fait sur ce qu'est le VIDA. Donc en fait, VIDA, c'est VAT in the Digital Age, donc la TVA à l'ère numérique, avec une facturation électronique et un reporting numérique, et donc qui implique bien entendu des grands changements. Alors aujourd'hui, la définition de toute facture peut inclure des PDF, donc des données non structurées sous VIDA en tant que PDF standard, ne sont plus acceptables. Il faudrait donc avoir des données structurées. Donc un simple PDF ne se qualifie plus et comme utiliser des PDF A3 comme en France le FactureX, en Allemagne le Zugford, et puis également le cas en Arabie Saoudite avec des factures qui sont lisibles par l'homme dans un sens. Pour le moment, nous avons des inconvénients sur la notion de consentement de l'acheteur en vertu des directives de TVA. Donc, si une entreprise souhaite adopter la facture et envoyer volontairement une facture, donc le client, l'acheteur, doit l'accepter et c'est pour s'assurer qu'il ne se trouve pas dans une position où ils doivent investir dans des logiciels et où ils ne peuvent pas être contraints d'utiliser un réseau d'approvisionnement contre leur gré. Cela sera donc probablement supprimé par consentement et ne sera plus nécessaire. Encore une fois, supprimer des barrières pour permettre aux entreprises qui peuvent adopter des facturations plus librement au moment où les États membres de l'Union européenne ont en fait besoin d'une dérogation. C'est la grande mise en garde lorsque nous avons examiné un grand nombre de ces régimes de facturation proposés dans ces pays qu'on a passé en revue.
il a été proposé que cette exigence de dérogation disparaisse. Au lieu de cela, les mandats qui seraient étayés par une demande devraient répondre aux normes de facturation conformément à VIDA et qu'il y ait un ensemble de lignes directrices claires. Et il y a beaucoup de débats sur ce que cela signifie réellement, car il y a une frontière très fine entre la validation d'une facture en termes de contenu, avec des règles, l'appurement de la facture avant et avant qu'ils soient envoyés au client. À l'heure actuelle, nous avons des normes, des exigences fragmentées à travers l'Europe, et cela s'applique non seulement à la facturation électronique, mais aussi au rapport numérique. Et les États membres ont créé leurs propres exigences en matière de rapport numérique, de sorte qu'au détriment des entreprises, il est très difficile d'investir dans un processus unique et évolutif. Alors, VIDA, c'est une expression qui devrait répondre à une échelle de normes communes, la norme européenne de facturation électronique, où toutes les factures ont désormais la parité. Et comme je l'ai dit, les entreprises ont le choix et l'acheteur doit accepter de recevoir n'importe quelle facture. Mais sous VIDA, au moins, pour les fournisseurs intracommunautaires, il n'y aura plus la possibilité d'avoir un papier PDF, mais une facture électronique obligatoire. Et cela exige que la facture soutienne les rapports numériques en temps réel, les rapports en direct de toutes les transactions intracommunautaires, remplaçant donc les listes de vente ici, sales listing, comme on appelle ça, et les systèmes actuels qui sont utilisés pour ceci seront remplacés par une nouvelle supervision améliorée, en fait. Donc, en bref, c'est une réflexion avec l'industrie. On s'attend à beaucoup de changements. Une grande partie sera soutenue par des événements plus larges entre parties prenantes, fournissant davantage de commentaires sur les forums. Donc, ce sont des conversations qui sont en train de se passer. Ça ne va pas se faire en un jour et c'est un projet commun, bien entendu, aussi, hein, en fin de compte. Et il y a beaucoup d'examinations sur les différents champs supplémentaires nécessaires avec les normes européennes, où il y a aussi des critiques dans le domaine du droit commercial, mais aussi douanier. Donc, ça va changer, évoluer, s'adapter à un usage business de plus en plus large. D'accord, donc c'est vraiment un projet très intéressant parce que au final, dans un système de facturation, on est sur un échange et donc là, on est sur l'échange de plusieurs pays. Ça veut dire que avoir au final les mêmes règles et les mêmes formats, ce serait quelque chose d'assez idéaliste, mais très pratique si on y arrive. Ben, exactement. Si en fin de compte, ce serait d'harmoniser tous ces différents pays avec les différentes règles. Mais Tous ceux qu'on vient de voir. voilà, tout ce qu'on vient de voir. Mais est-ce que cela est faisable? Et ce sont les débats qui sont en place régulièrement. Et comme on voit, chaque pays est en train de prendre leurs propres décisions. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir prendre chaque pays avec ses nouvelles règles et ses nouvelles obligations et réagir et avoir ce qu'on cherchait vraiment avec le projet VIDA. D'accord, donc comme on l'a vu, l'Allemagne en fait attend un peu ce projet pour être à peu près sûre du mandat qu'elle veut mettre en place pour ne pas avoir à trop le modifier, j'imagine. Voilà, mais de toute manière, bon, l'Allemagne devra mettre en place un système qui devra répondre à leurs propres critères de business et répondre à leurs besoins, puisque ces pays, tous les pays qui mettent des mandats en place, c'est bien évidemment par rapport à leurs obligations et à combattre la Locaux, oui. fraude et pouvoir combler les trous ou les manques de rentabilité en TVA, par exemple. C'est intéressant. Et on sait à peu près pour quand ils aimeraient le mettre en application? Ouh, alors là, oui, c'est utopie ou réalité, ce serait 2028, mais bon, voilà. Ah, ça Donc, sonne bien. ça, voilà, tout à fait, exactement. Donc, Nous voilà, verrons, vu que chaque mandat voilà, je sera vous laisse sorti. choisir. Je vous laisse choisir, utopie ou réalité. Maintenant que nous avons fait le tour de tous les mandats européens, je vous propose de présenter notre solution Avalara, ILR, ELR, Invoicing and Live Reporting. Et en effet, Avalara donc a créé un outil générique et global qui répond à tous les mandats de facturation obligatoires d'aujourd'hui et de demain. Si vous regardez le schéma, vous avez ici votre entreprise avec son ERP, votre système de facturation qui devra envoyer sous format UBL 2.1 les données de facturation à l'outil ELR. Et pour ce faire, vous aurez juste à intégrer de manière transparente les méthodes API de l'application Avalara dans votre système informatique. Une fois l'UBL vérifié et intégré et le mandat bien spécifié, je rappelle quand même qu'on sera bien entendu pour chaque outil, chaque pays mandaté, et donc mis en place et certifié pour ce mandat-là. L'outil Avalara va donc créer votre facture et se charger de l'envoyer à l'autorité locale du pays que vous souhaitez facturer. Comme son nom l'indique, l'outil Avalara se chargera aussi du reporting, du live reporting de toutes ces données,
De nombreuses ERP intègrent déjà l'API d'Avalara et puis de manière native. Et de plus, nous sommes partenaires PayPal. Donc la solution a été créée pour répondre à tous les mandats. Elle intègre un hébergement sécurisé dans le cloud qui répond aux caractéristiques de tous les pays qu'elle supporte. Elle fournit la signature digitale et permet l'archivage digital aussi, selon les lois locales en vigueur. Et on peut intégrer des QR codes aussi et des formats FactureX. La solution Avalara, notre solution, en plus de son API, possède une interface appelée le moniteur Avalara qui vous permettra donc de voir vos transactions, cela pour tous les mandats avec plusieurs utilisateurs. Et les statuts renvoyés par différentes administrations de chaque pays et en vous affichant les messages d'erreur et de succès. Donc, vous pourrez bien évidemment, si vous le souhaitez, juste récupérer les données en réception grâce à des appels API sur notre outil. Voilà, c'est notre solution est là. J'espère que vous serez nombreux à être intéressés à nous contacter. Mais par contre, je pense que rien ne vaut un bel exemple visuel. Et je propose donc de faire une démonstration de cette solution avec Meredith. Meredith, nous t'écoutons. Donc nous voici dans une application qui est assez connue, qui s'appelle Postman et qui permet de faire des appels API. Donc comme dit précédemment par Prem, notre outil en fait s'intègre dans vos outils grâce à des appels API, donc typiquement des appels de lien dans lesquels vous mettez des paramètres qui vont aller directement sur notre application. Donc je fais semblant que mon Postman, c'est mon outil, donc notamment mon ERP par exemple, donc il peut s'intégrer dans SAP ou dans d'autres ERP connus. Ici, je vais vous prendre un exemple avec Zuckwerk, qui est donc un mandat allemand actuel et qui notamment intègre du FactureX. Donc je pourrais vous montrer au moins ce que ça peut donner. Donc vous avez différents paramètres à mettre. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la paramétrisation de l'outil. Vous rentrez ici votre format UBL 2.1, comme dit précédemment. Donc, vous devez avoir toutes vos données de facturation dans ce format. Quand vous arrivez dans le mandat, on vous explique comment créer ce format à partir de vos factures existantes, bien sûr. Donc, quand on va lancer un appel API, donc tout simplement, on va aller demander un document. On va avoir une réponse avec un numéro de document, notamment. Et donc, cela signifie que ça a fonctionné. Bien sûr, si cela ne fonctionne pas, vous avez un message qui vous dit pourquoi cela n'a pas fonctionné et à qui vous référez en cas de problème. Donc, si on ouvre notre moniteur, donc, comme je l'ai dit, vous pouvez soit choisir d'avoir les API dans votre outil, soit vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir une interface peut-être un peu plus graphique et démonstrative avec notamment tous les statuts de vos différentes transactions. Donc, si je le refresh, je vais avoir ma nouvelle transaction Zuckwerk ici, qui me permet de me dire qu'elle a été complete, donc elle a bien été déposée sur le mandat. Et ici, vous allez avoir les différents documents qui ont été envoyés. Donc, pour savoir notamment en entrée ce qu'il y a eu, en sortie ce qu'il y a eu, ou alors le modèle du milieu qui permet notamment de lister les datas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux PDF, car en fait, c'est un FactureX. Donc, comme je l'ai expliqué, le format que nous utilisons, car ça permet d'avoir à la fois le format PDF qui, en fait, va vous permettre de voir la facture en tant qu'humain. Si je vais ici, par exemple. Donc, il faut l'ouvrir avec un outil permettant de voir les pièces jointes si vous souhaitez avoir le format FactureX, bien sûr. Sinon, il va juste vous dire que c'est un PDF A et vous ne verrez pas la pièce jointe. Donc ici, vous avez une invoice. Bon, elle n'est pas remplie car les données de test ne sont pas remplies. Et ici, vous pouvez voir donc la pièce jointe avec le XML à l'intérieur qui contient donc toutes les données du socle demandé. Donc c'est un UBL 2.1. Et le PDF que vous pouvez bien évidemment soit garder le vôtre, soit avoir celui qu'Avalara a créé. Donc voilà pour une courte démonstration de notre outil. Si bien sûr vous en souhaitez une autre ou plus d'informations, contactez-nous avec Prem et on sera ravis de vous faire une démonstration beaucoup plus poussée. Merci Meredith pour cette démonstration. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes à comprendre un petit peu comment notre système fonctionne et comment on opère. Je crois qu'il est temps de conclure. Meredith, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, hein. Vous avez déjà passé un bon moment avec nous, j'espère, appris peut-être des choses, confirmé des choses que vous saviez déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce webinaire? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la tendance en ce moment, c'est que tous les pays européens sont en train soit de réfléchir, soit d'annoncer qu'ils vont mettre en place quelque chose en facturation électronique.
Donc, que ce soit le Portugal qui semble prendre quelques pincettes à arriver sur des standards, ou l'Allemagne qui, au contraire, souhaite arriver sur quelque chose le plus standardisé possible afin que ça simplifie les contrôles. Les pays ont tous une approche différente. Il est très intéressant de savoir un peu comment ça évolue. À Valara, c'est vrai que de notre côté, on souhaite réellement implémenter un outil qui répond le plus possible à tous ces mandats, qui est en tout cas à chaque fois certifié localement dans chaque pays. Notre outil vous permet en une seule installation au final parce qu'on est sur des appels API, donc vous l'intégrez dans votre ERP et ensuite vous n'avez plus rien à faire. Vous dites juste le mandat qu'il vous faut, vous envoyez les données de facturation et Avalara s'occupe de tout. Donc je pense que c'est une solution qui peut être très pratique pour des entreprises qui ont notamment à répondre à plusieurs mandats. Tout Si à tu fait, veux ajouter Meredith. quelque chose, Prem. Bien sûr, tout à fait. Non, mais tu as tout complété, tu as bien conclu. Nous restons disponibles pour toutes les questions. C'est bien entendu, nos solutions sont vraiment pour tout niveau d'entreprise, petite, moyenne et grande entreprise. Bien entendu, si vous êtes Bien une grande sûr. entreprise et que vous avez besoin d'une solution qui vous permet d'implémenter ça dans plusieurs pays, plutôt d'avoir des solutions différentes pour chaque entité dans chaque pays, eh bien, voilà, c'est l'idéal, c'est de passer par une solution telle qu'Avalara qui a une API et qui est qui ne fait pas de différence entre certains pays. Donc, peu importe le pays, vous les ajoutez. Et puis bien sûr, entendu, on peut parler de solutions sur un autre appel avec vous. Voilà, un grand merci à tous. Et oui, un grand merci à tous pour nous avoir suivis, donc on va dire dans ce voyage dans les mandats européens. J'espère que ça vous a plu. On serait ravis de parler peut-être des questions que vous pouvez avoir ou notamment comment on peut vous aider dans votre projet, dans vos logiciels. Est-ce que vous avez des questions notamment sur l'intégration? Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos 2 adresses principales qui s'affichent à l'écran. Et si vous n'avez pas de questions, on vous souhaite une très bonne journée et encore une fois, un grand merci. Merci à vous. Au revoir et très bonne journée. Au revoir.